Bonjour à tous. Nous sommes le 16 décembre 1944. 6 mois plus tôt, les Alliés débarquaient en Normandie. 2 mois plus tard, en août, c'était le débarquement de Provence. Refoulées de toutes parts, les troupes allemandes refluent vers les frontières du Reich et rien ne semble pouvoir arrêter la progression des Anglo-Américains. Pourtant, en ce 16 décembre, contrairement à toute attente, commence l'une des plus grandes batailles de l'histoire, la bataille des Ardennes. C'est ce dernier grand affrontement du conflit mondial que nous allons vous raconter avec notre invité Philippe Guillemot. Philippe Guillemot, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes historien, doctorant, professeur vacataire à l'université Paul Valéry de Montpellier en défense et sécurité, mais vous êtes également un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la bataille des Ardennes dont nous allons parler aujourd'hui. Alors vous avez d'ailleurs publié à ce sujet 4 ouvrages, celui que j'ai entre les mains, publié par Perrin, La bataille des Ardennes, la dernière chimère de Hitler, et il y en a donc 3 autres parus chez Hendal et Histoire et Collection. Également à signaler un livre unique en son genre, car il traite des combats qui ont eu lieu en Hongrie en l'hiver 1944-1945, lui qui est paru chez... Histoire et Collection, aussi, tout à fait. D'accord. Alors revenons à la bataille des Ardennes. Qu'est-ce qui en fait une bataille à part, à l'identité propre ? 2 sujets principaux, la partie militaire d'une part et la dimension politique. Pour la partie militaire, c'est une attaque surprise pour les Alliés qui pensent avoir vaincu, effectivement, comme vous l'avez évoqué, les Allemands après la poche de Falaise, la sortie de Normandie et également, vous l'avez évoqué, le débarquement de Provence. Donc les Allemands sont refoulés très rapidement de France, d'une très 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 grande partie de la Belgique et d'une partie des Pays-Bas. C'est une surprise totale d'ailleurs chez les Alliés, puisqu'on est en septembre sur les positions qu'on pensait atteindre en mai 45. Donc c'est vraiment une grosse surprise. Et ils pensent que les Allemands sont cassés. D'autant plus qu'ils ont pris aussi de lourdes défaites sur le front de l'Est, imposées par l'armée rouge. Donc voilà, militairement, c'est une surprise. Les Allemands sont cassés dans l'esprit des Américains et des Alliés en général, et ils ne s'attendent pas à recevoir une offensive par 2 armées blindées et une armée d'infanterie. Ça, c'est l'aspect militaire de la chose. Après, il y a évidemment l'aspect politique. La bataille des Ardennes n'est pas une bataille parmi d'autres, c'est la bataille de la dernière chance. On a beaucoup parlé de coup de poker d'Hitler, etc. Et ce n'est pas faux. Hitler n'a pas dans son vocabulaire le mot capituler. Ouais. Et d'autre part, il sait très bien que c'est une capitulation sans condition qui attend l'Allemagne. Le plan Morgenthau a fuité de l'environnement de l'environnement proche de Roosevelt, qui condamne l'Allemagne à un futur uniquement agraire après la fin du conflit. Donc Hitler doit sauver son régime, doit sauver sa peau. Et par cette offensive des Ardennes, il vise quelque chose d'énorme. Il veut contourner une partie des armées alliées, les contraindre à l'échec, les contraindre à accepter une négociation en position de défaveur, et ensuite se retourner contre l'armée soviétique pour encore tenter de battre les Soviétiques. Donc de conclure une paix séparée. Exactement. C'est un peu une espèce de paix de Brest-Litovsk à front renversé qu'on a connu en 14-18. Donc, vous voyez, la dimension politique est énorme. L'enjeu est énorme pour le Troisième Reich. Et c'était une décision de Hitler tout seul ou... Oui. Hitler a toujours voulu, depuis le débarquement, contre-attaquer et rejeter les Américains. Et il voulait prendre en écharpe ces unités qui impunément traversaient la France, sauf qu'il n'en avait plus les moyens. L'initiative était passée du côté des Alliés. Et c'était la déroute, c'était la Rückmarsch, donc le retour vers les frontières du Reich comme on pouvait. Donc il n'en a pas eu les moyens. Mais cette volonté de contre-attaquer a toujours été sienne. Et fin août,
fin août 44, donc en pleine débâcle quasiment, il convoque Jodl, donc son fidèle de l'état-major de l'OKW, il convoque Jodl pour lui soumettre ses idées d'un plan de contre-attaque, le mauvais temps venu, en hiver 44. Alors, vous venez de le dire, donc le Troisième Reich, il a connu des pertes catastrophiques tout l'été. Comment fait-il pour réunir finalement cette force si puissante pour attaquer? Quelles sont ses ressources? Voilà, c'est vrai que, pour vous donner un ordre d'idée, globalement, c'est au moins 1500 panzers qui sont engagés en Normandie pour lutter contre les Anglo-Américains et le débarquement. C'est à peu près 120 panzers qui retraversent la Seine 2 mois plus tard en sens inverse. C'est vous dire donc l'hécatombe. Et à l'est, c'est pire, puisque le groupe d'armées centre explose face à l'opération Bagration et toutes les autres opérations que Bagration efface. Mais c'est 1,2 million d'hommes qui sont perdus à l'été 44 par le Reich. Il n'y a qu'en Italie que ça tient à peu près. Voilà, il n'y a qu'en Italie que ça tient à peu près. Comment le Reich va faire, comment Hitler va faire? De différentes manières. Déjà, il va y avoir une reconstitution des unités blindées qui sont sur le front de l'Ouest. On va retirer les divisions de Panzer SS, on va retirer des divisions de Panzer de la Wehrmacht, mais qui vont devoir être réintroduites à cause de la pression alliée. Mais voilà, on va essayer de reconstituer déjà, de reformer les unités blindées allemandes qui étaient à l'Ouest. Et il va y avoir une priorité majeure donnée aux divisions blindées de l'Ouest pour refourbir leurs armes, et notamment ça se sent particulièrement sur la production des blindés, où vous avez un décalage total des livraisons de blindés neufs en faveur de l'Ouest par rapport à l'Est, au grand déplaisir de Guderian qui gère l'Est, puisqu'on est dans un rapport de 2 tiers, 1 tiers, voire même 3 quarts, 1 quart, certains mois, dans l'affectation des nouveaux blindés pour justement reconstituer ces divisions qui ont tout perdu en Normandie et lors de la retraite. Donc ça veut dire que les capacités de production de blindés de l'Allemagne ne sont pas si affectées que cela? Non, elles sont produit toujours... quoi, des chars Tigres principalement? Non, ce sont surtout des chars Panthère, des Panzer IV, toujours, qui font le job, comme on dit familièrement. Bien sûr, il y a du Tigre, mais bon, les bombardements notamment ont fortement ralenti les productions de chars Tigre, même s'ils seront présents dans les Ardennes, et les unités engagées seront plutôt effectifs pleins lors des Ardennes, au travers d'excipients, mais peu importe. On utilise aussi beaucoup de canons d'assaut. Donc les Sturmgeschütz, etc. Et on a aussi, pour renforcer et remettre un total à peu près théorique les unités blindées allemandes, on va leur adjoindre des unités d'armée. Donc, par exemple, on va endivisionner des bataillons de chars Tigres qui normalement ne le sont pas, ou des bataillons de chasseurs de chars qui eux aussi normalement sont des troupes d'armée et qu'on va mettre dans les divisions pour leur donner plus de punch. Et d'ailleurs, au niveau des hommes, quelle est la valeur? Parce que vous insistez d'ailleurs beaucoup dans votre livre sur la différence entre la valeur brute et la valeur réelle de ces troupes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est un point vraiment important, parce que si l'on se fie uniquement à la valeur brute des armées, prenons la 6e armée. Sur le papier. Voilà, prenons pas le théorique, le réel. On va prendre l'exemple de la 6e armée blindée que j'ai vraiment étudié dans le détail dans ces livres. Vous avez des unités fort puissantes, 4 divisions de Panzer SS, des commandos, des parachutistes, aguerris qui sortent de la Normandie, qui sortent d'Arnhem pour certaines, des commandos, des parachutistes, des unités supplétives de DCA, de canons anti-chars, etc., de canons d'assaut, bref, c'est du costaud. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, quand vous regardez, comme je vous l'ai dit, l'homogénéité n'y est pas, c'est-à-dire qu'on a un nombre de chars à peu près au théorique, mais on a fait de briques et de broc, et on se retrouve, au lieu d'avoir un bataillon de Panthère, un bataillon de Panzer IV, on a un bataillon Panthère IV, puis après il y a des canons d'assaut, où il y a les chars Tigres. Voilà, on a fait un agrégat, plutôt que ça pose des problèmes d'approvisionnement, de logistique, etc., de consommation. Quand on met des Tigres dans un bataillon, vous imaginez la consommation d'essence. On parlera d'essence. Voilà, et donc ça c'est déjà au niveau matériel. Ensuite, vous avez les hommes. Les hommes, globalement, si on se fie aux interrogatoires de Dietrich et de Kremer, qui sont donc respectivement le chef et le chef d'état-major de la 6e armée blindée, 50% des hommes viennent de Normandie. Mais vous avez 50% qui n'en viennent pas, qui sont des jeunes incorporés, qui sont des supplétifs de la Kriegsmarine ou de la Luftwaffe, donc armée de l'air et marine.
et qui ont eu très très peu de formation, très 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 peu. Ensuite, vous intéressez aux masses. On a une armée où les divisions de blindés sont à peu près à 115%, donc on se dit très très bien. Bon, maintenant, vous retirez tous ceux qui sont malades, en formation, etc., on tombe à 100%, ce qui est déjà pas mal. Mais sur ces 100%, vous avez 50% qui ne sont pas du tout formés. Et le problème qui se rajoute à cela, c'est qu'on pourrait dire, OK, mais si l'encadrement est là, il y a le corset, la structure, on va pouvoir avancer. Mais non, l'encadrement chez les SS en particulier n'y est pas. En termes de sous-officiers et d'officiers, on a des carences qui vont jusqu'à 20-25%. Et donc, on n'a pas ce corset solide d'officiers qui vont pouvoir encadrer ces hommes qui ne sont pas formés. Et ça va poser d'ailleurs des problèmes lors de l'offensive, puisque pour donner l'impulsion à ces soldats, il faudra que ces sous-officiers et ces officiers s'exposent, ce qui vont amener des pertes beaucoup plus importantes. Voilà, donc ça fait une armée, ça doit être un ensemble homogène, et là on a une armée qui est un agrégat, plus exactement, et qui reflète bien l'état du Reich à ce moment-là de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, le moral, qu'en est-il? Alors, on pourrait dire paradoxalement, le moral chez les Allemands est bon. Il est bon, pourquoi? Parce que, bon, déjà, ils sont dos au Vaterland, à la patrie, donc là, ils défendent leur maison, ils défendent leur famille. En plus, Goebbels a largement communiqué sur ce fameux plan Morgenthau, et ils n'ont pas franchement envie d'être réduits à moins que rien. Donc c'est un stimulant. Et puis on passe à l'attaque. Ça fait des mois que l'on subit les chasseurs-bombardiers, l'initiative américaine ou anglaise. Là, on va leur montrer ce dont on est capable. On va avoir l'appui des armes nouvelles. On voit des chars Tigre arriver, on voit des divisions blindées se monter, et on va passer à l'attaque. Voilà. Et en plus, comme on va passer à l'attaque en hiver, il fera moche, si vous me permettez l'expression, et donc il n'y aura pas ces damnés chasseurs-bombardiers qui nous mitrailleront en permanence. Donc le moral est bon, et puis on leur dit que dans les ordres qu'ils vont recevoir le 16 décembre au matin, parce que le secret est total, on leur dit que tout repose sur leurs épaules. Donc, gros enjeu pour leur nation et pour leur régime. Alors, vous disiez que le secret est total. Justement, c'est un point important fondamental de votre livre. Je crois même au niveau de l'état-major, on fait des permutations entre von Rundstedt et... Oui, enfin, on essaie le secret est... Donc, il y a vraiment un secret. Le secret est tenu, il y a combien de personnes qui sont au courant? Alors, ça va être graduel. Au tout début, il n'y a que Jodl avec Hitler. Après, Jodl-Keitel. Et mois après mois, on va avoir évidemment une dilution, parce qu'il faut gérer une opération aussi colossale, qui repose sur 3 armées. Mais on rappelle von Rundstedt qui est à la retraite. Alors, von Rundstedt a été rappelé avant. Il a été rappelé avant, et en fait, les Alliés vont nommer cette offensive l'offensive von Rundstedt, qui n'est pas du tout le cas. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'il y avait un problème de perception du côté allié, parce que justement, voyant un von Rundstedt... C'est le paravent, finalement. Voilà, exactement. Et puis, von Rundstedt, c'est quelqu'un de posé pour les Alliés, donc von Rundstedt ne va pas se lancer dans une folie. Une attaque de folie. On va jouer plutôt la défensive. Exactement, y compris d'ailleurs le premier nom de l'opération, c'est Wart am Rhein, c'est-à-dire défense ou garde au Rhin, donc quelque chose de prudent, et après ce sera brouillard d'automne. Donc voilà, tout ça est tranquille, on va dire. Mais le secret est fondamental. Donc je vous dis, au tout début, la bataille des Ardennes, lors des conférences quotidiennes du Führer, n'est abordée qu'après la conférence avec un cercle restreint. Voilà. Donc c'est très 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 secret. C'est bien gardé. Il y a des ordres, des engagements sur l'honneur avec de grosses conséquences si vous ne respectez pas. Vous ne pouvez pas vous déplacer en avion pour éviter ce qui s'était passé en mai 40, que les plans atterrissent chez l'ennemi. Voilà, toute une série de mesures, et surtout la mesure importante, c'est qu'on n'utilise pas Enigma, donc qui depuis des années transmettait en direct, si on peut dire, aux Américains les plans allemands. Vu que le front s'est énormément contracté, on préfère les lignes téléphoniques sécurisées du Reich plutôt que d'utiliser Enigma. Et donc, au travers de leur système d'interception ultra, les Américains ne voient rien venir. Ce qui les conforte dans le fait que les Allemands sont à genoux. Bien évidemment. Pas d'observation aérienne, ils ne voient pas les mouvements de troupes. Peu d'observation aérienne parce que le temps est mauvais. Et les Allemands ont aussi choisi l'Ardenne, parce qu'on dit les Ardennes, mais en fait c'est l'Ardenne belge, c'est les Ardennes françaises, mais l'Ardenne belge. C'est le cauchemar d'ailleurs dans le livre, parce qu'on ne sait jamais s'il faut mettre un S. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai tranché, j'ai dit les Ardennes, tant pis, mais c'est l'Ardenne belge, rendons au belge qui est au belge. Et à côté de l'Ardenne belge, vous avez le massif de l'Eifel, qui est un massif boisé, et donc qui va
permettre de camoufler tout ça. Et ceci étant, les Alliés vont pécher par excès de confiance, tout accaparer à leurs préparatifs de propres offensives, parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs. La Luftwaffe, notamment l'armée de l'air, s'est laissée aller à une utilisation d'énigmas. De même, le maréchal Model, qui était en dessous de von Rundstedt, mais qui est vraiment celui qui a le chef d'orchestre en fait de cette offensive, Model demandait par exemple des couvertures aériennes pour traverser le Rhin par voie ferroviaire à ses panzers. Donc, si on avait analysé tous ces éléments que l'on avait du côté allié, on aurait pu savoir quand même qu'il y avait des centaines de trains qui arrivaient dans cette zone-là, avec des panzerdivisions. Voilà, il y avait des signes avant-coureurs. Certains les ont vus, mais la plupart ne l'ont pas vu. Et je pense que le point d'orgue à cela, c'est le 15 décembre. Vous avez un général d'un état-major allié qui dit « surveillez bien le front allemand ». Donc on se dit « ah, il y a peut-être quelque chose ». Mais non, pas du tout. C'est surveiller le front allemand parce qu'il peut s'effondrer d'un moment à l'autre comme un château de cartes. Et le lendemain, ils se prennent trois armées sur leur front. Mais alors, vous parlez également d'effet pervers de ce secret. Oui, il y a un effet pervers pour les Allemands. Il y a des effets pervers pour les Allemands parce que, justement, on a tellement claquemuré les consignes. Les hommes seront au courant que dans le matin même du 16 décembre, pour vous donner un ordre d'idée, que aucune reconnaissance par les unités qui vont attaquer, aucune reconnaissance du terrain n'a été faite. De même, pour protéger le secret, les unités qui allaient attaquer se sont entraînées, mais pas dans l'objectif d'une attaque à outrance, mais au contraire d'une attaque modérée. Et après, on construit des positions défensives. Donc ça va même, vous voyez, l'effet pervers se dilue jusqu'à la formation des unités qui ne vont pas avoir la bonne formation, sachant qu'elles sont déjà peu formées. Donc on rajoute de l'impréparation à l'impréparation. Et on n'a pas testé, par exemple, les réseaux de transmission pour ne pas éveiller de soupçons. On n'a pas fait des tirs de réglage au niveau de l'artillerie. Donc, sachant qu'en plus, il va y avoir de la brume, donc on va être incapable de voir où on tire globalement. Tout ceci va entraîner de gros problèmes et notamment, mais pas que, la 6e Panzerarmée aura beaucoup de mal à opérer des liaisons radio, des transmissions avec les unités qui lui sont subordonnées. Parfois, il va se passer plusieurs jours au début de l'offensive pour contacter telle ou telle division ou tel régiment de pointe, ce qui est catastrophique évidemment, parce que dans le brouillard de guerre, ça va rajouter. Parce que même si on est grosso modo sur le même modèle que la campagne de France de 40, est-ce que c'est une forme de blitzkrieg avec alors, évidemment, aviation plus charme, c'est une force de blitzkrieg, vous avez raison. On doit arriver à Anvers en 8 jours, donc c'est très court. Il doit y avoir un appui aérien, sachant qu'on a conscience que si le mauvais temps gêne les forces américaines et anglaises, forcément, les pilotes de la Luftwaffe, qui sont beaucoup moins formés à cette époque de la guerre que les pilotes américains, vont avoir des difficultés. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans la réalité. L'offensive aérienne qui devait clouer au sol sur leurs aérodromes les appareils, les chasseurs bombardiers alliés, ne va pas pouvoir être faite le 16 décembre. Alors, dans votre livre, vous n'occultez pas le côté sale guerre de cette offensive. Alors, on sait qu'il y a eu des prisonniers qui ont été abattus dans des circonstances assez troubles. Puis du côté américain également, le moral du côté américain n'est pas si extraordinaire que ça. Tout d'abord, les troupes que vous avez, qui vont être attaquées par les Allemands ont fait un très gros, contrairement aux Américains, ont fait un très gros travail, et pour cause, de renseignement terrain. Ils se sont intéressés à tout le front de l'Ouest. Ils ont vu que les Ardennes étaient la partie faible, à nouveau, je dirais. Et en face d'eux, même s'ils vont faire une erreur majeure de renseignement de leur côté, on y reviendra peut-être après, ils savent qu'ils ont 5 divisions, une division blindée, 4 divisions d'infanterie. 2 divisions d'infanterie et la division blindée sont complètement nouvelles. Elles découvrent le front, elles viennent d'arriver sur le continent. Et vous avez 2 divisions d'infanterie qui sont des divisions éprouvées dans tous les sens du terme. Il y en a une qui est commandée d'ailleurs par le fameux général Cotta, celui qui va faire sortir les Américains de Omaha Beach, le 6 juin.
Donc ces deux divisions sont éprouvées par les combats de la forêt d'Urtgen qui ont eu lieu récemment et qui ont été épouvantables, des pertes énormes, que ce soit des pertes de pieds de tranchée, comme on dit familièrement, ou des pertes au feu. Ce sont des milliers d'hommes que chaque division a perdu. Donc vous avez deux divisions bleues qui sont là pour s'accoutumer aux conditions du front, faire des opérations de patrouille mais limitées, et deux divisions qui sont mises là en convalescence. Voilà, donc vous avez en fait 4 divisions d'infanterie sur lesquelles vont tomber ces 3 armées allemandes. Voilà. Alors le moral, effectivement, donc vous comprenez bien que pour ceux qui ont été éprouvés, c'est pas au top, même s'ils ne sont plus au front et bien contents d'être sortis d'Urtgen, ils pensent leur plaie. Ils sont loin aussi de l'Amérique, ça va bientôt être Noël, donc c'est quand même dur. Et puis dans les divisions qui sont plus jeunes, vous avez aussi un aspect qui est peu souvent souligné, c'est qu'aux États-Unis, vous aviez un programme qui était fait pour protéger, on va dire, les futures richesses de la nation, les futurs jeunes sur lesquels on misait le plus. Et pour des problèmes d'effectifs qui se posent à l'US Army aussi, ce projet explose. Et donc, ces jeunes qui ne s'attendaient pas spécialement à être engagés dans des unités d'infanterie se retrouvent dans des divisions d'infanterie au front en première ligne. Donc, vous imaginez que je pense que ces jeunes-là, de 18 ans, etc., le moral ne doit pas être non plus au sommet. Voilà. Et donc, le côté sale guerre vient au fur et à mesure de la bataille ? Si tant est que la guerre puisse être Alors, le côté propre. sale guerre, oui, comme vous dites, une guerre déjà n'est jamais propre. Il va s'opérer, bien sûr, par les actes de barbarie commis par les Waffen-SS. On parle beaucoup du Kampfgruppe Peiper ou Knittel, de la première division de Panzer-SS Leibstandarte. Là, effectivement, il y a des choses innommables qui sont faites. Il y a toujours une photo qui est saisissante d'un GI qui regarde un enfant qui doit avoir 7-8 ans, qui a été massacré avec toute sa famille. C'est ignoble. Les victimes, il faut savoir que l'âge des victimes ira de 1 an à plus de 80 ans. Enfin, voilà. On est dans l'horreur absolue. Pour les civils, vous avez évidemment le massacre de Malmedy de 84 prisonniers américains. Pareil, de sang-froid par les Waffen-SS de Peiper, même si Peiper visiblement n'était pas sur les lieux. Donc ça, c'est la face, on va dire, très connue de la sale guerre des Ardennes. Après, vous avez une face méconnue côté américain. Oui, ça, bien évidemment, il y a une contre. Parce que effectivement, on parle du massacre de Malmedy, de plus de 80 soldats américains qui ont été assassinés, mais vous avez le massacre de Schönogne, où vous avez aussi plus de 80 Allemands qui sont assassinés par les hommes de la 11e division blindée américaine. Et d'ailleurs, Patton, dans ses papiers, l'écrit en me disant « j'espère qu'on pourra cacher ça ». Et aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire que le chef de la 30e division d'infanterie qui lutte contre les Waffen-SS de Peiper, qui est encerclé dans son piège à rats, est plutôt content de savoir que sa division ne fait plus de prisonniers. Et encore plus haut, si vous voulez, vous avez Bradley, donc, qui est le chef du 12e groupe d'armée américain, à qui on fait un rapport, et on dit donc tel grenadier de la 12e division de Waffen-SS Hitlerjugend a dit ça. Et Bradley qui s'étonne qu'il y ait encore un prisonnier de la Hitlerjugend, quoi. Il pensait qu'on ne les faisait plus. Donc ce qui est terrible, c'est que les officiers qui auraient dû faire respecter les conventions, donc j'ai cité Patton, j'ai cité Bradley, bon évidemment on va citer Hitler, la veille de l'offensive, lors de son discours aux généraux, dit que l'offensive doit être précédée d'une vague de terreur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dietrich, quand il répond à un de ses officiers Waffen-SS, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers ? Il répond... Les prisonniers, vous savez quoi en faire. Voilà, donc c'est ces hommes qui devraient faire incarner le respect des conventions qui, en fait, lâchent la bride totalement aux soldats. Alors, autre point important et qui est, je dirais, l'originalité de votre livre, c'est la controverse de l'essence. On parlait d'approvisionnement tout à l'heure. Alors, autre point important qui est une des originalités de votre livre, vous abordez la controverse de l'essence. On va expliquer ça. Et donc, je crois que c'est la première fois dans un livre consacré à la bataille des Ardennes que c'est évoqué. Effectivement, vous diffusez les découvertes que vous avez faites lors de
vos recherches universitaires lorsque vous avez fait votre master, donc concernant l'approvisionnement en essence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Et d'ailleurs, pourquoi ces archives n'ont pas été dévoilées avant? Elles étaient trop bien cachées? Écoutez, alors qu'est-ce que c'est d'abord? En quoi ça voilà, correspond, tout à fait. et ensuite les archives? En fait, ce qui m'a intrigué lorsque j'ai écrit mes premiers ouvrages sur les Ardennes, c'était l'accumulation de témoignages des officiers allemands. Donc là, je fais une petite coupure. Il faut savoir que les officiers allemands ont été prisonniers des Alliés de 1945 à 1950. Et comme la bataille des Ardennes a été quelque chose de majeur côté américain, ils ont été soumis dans le programme des Foreign Military Studies à tout un tas de témoignages, d'interviews, d'interrogatoires, de rédactions libres sur les Ardennes. Et c'est extrêmement précieux puisqu'on a globalement 7 classeurs d'archives qui sont remplis de relations de Dietrich, de Kremer, de von Rundstedt, très peu von Rundstedt, mais de généraux de division, de corps d'armée, de chefs d'état-major, enfin d'experts d'artillerie. Donc c'est un corpus très solide. Et dans tous ces témoignages revient parmi les causes majeures de défaite de l'armée allemande pendant cette offensive des Ardennes le problème de l'essence. On n'avait pas d'essence, on n'avait pas d'essence, on n'avait pas d'essence. Ce qui est vrai, il y a beaucoup d'unités qui se sont retrouvées sans essence. Et ce qui m'a intéressé, c'était les raisons qui étaient données à cette pénurie. C'est, oui, le haut état-major allemand a gardé précieusement l'essence dans les dépôts à l'est du Rhin parce qu'il craignait soit une attaque surprise de Patton, soit un bombardement qui aurait réduit à néant ses réserves. Les ponts sur le Rhin étaient coupés. Il nous fallait 48 heures pour transborder au niveau du Rhin du chemin de fer à nos camions. Et ensuite, nos camions étaient mitraillés pour se rendre sur les arrières, ce qui explique que l'on n'avait pas d'essence. Et je reconnais, c'est pas très flatteur pour moi, mais j'ai eu un peu ce réflexe à la Landru, qui disait, au moment de son procès, à chaque fois qu'on disait « vous avez tué madame », etc., Landru disait « montrez-moi les cadavres ». Et moi, j'ai eu un peu ce réflexe de dire « mais montrez-moi une carte, où étaient les dépôts ». Voilà, c'était une intuition. Et lors de ce Master 2, que j'ai réalisé sur le versant logistique de la bataille des Ardennes, j'ai compulsé 3000 pages d'archives allemandes, et dans ces 3000 pages, il y avait une page où il y avait, égarée, où il y avait donc l'état des trains d'essence qui venaient pour telle date, et j'ai réussi à me faire acheminer l'ensemble du rapport sur tout le mois de décembre. Donc j'avais le positionnement, les numéros de train, date, jour par jour. Et je me suis aperçu que là, patatras, l'état-major allemand, le haut état-major allemand a pleinement joué le jeu, puisque 96% des trains d'essence sont arrivés à l'ouest du Rhin, et n'étaient pas donc cantonnés à l'est, ce qui veut dire que les ponts n'étaient pas coupés, et qu'on ne perdait pas 48 heures pour transborder. Donc ça fait quand même pas mal de tests qui tombent d'un coup. Et chose même qui accentue le sujet, je suis tombé sur un télégramme à von Rundstedt ou à Model, je ne sais plus maintenant, signé Keitel, qui dit, écoutez, en raison de la consommation d'essence importante que nous avons observée ce premier jour, puisque c'était le 17 décembre qu'était envoyé ce télégramme, je crois, nous vous adressons la Ruhr-Hilfe, donc c'est de l'essence encore en grosse quantité qui va être détournée de l'activité civile vers la bataille des Ardennes. Et ce qui est important, c'est qu'il précise à la fin de ce télégraphe, à partir de maintenant, il n'y a plus de réserve de carburant au KW. Donc, on a joué le jeu à 100%. Le problème se situe donc ailleurs, mais pas au niveau de l'état-major. Et là aussi, sur les convois qui auraient été mitraillés, les archives, même s'il faut parfois être prudent sur les archives numériques des divisions, tombent également, puisque 15 jours après le début de l'offensive, on s'aperçoit que dans la plupart des divisions blindées, en tous les cas, les troupes du train ont soit eu très très peu de pertes en hommes, quand on n'a que les hommes, soit ont un parc de véhicules qui est égal, voire supérieur au parc qu'ils avaient à la veille de l'offensive. Donc, il n'y a pas eu d'hémorragie liée, visiblement, aux chasseurs-bombardiers, à leur mitraillage, pendant d'éventuels transferts qui, en fait, n'ont probablement pas eu lieu. Le problème se situe ailleurs. Il se situerait où ? Dans beaucoup d'endroits, une désorganisation. Déjà, on a un rapport très, très, très intéressant d'un officier d'artillerie qui était attaché à la 6e armée, celui qui commandait l'artillerie, qui dirigeait l'artillerie de la 6e armée, qui explique tous les tours de malice qu'il faut à un des sous-officiers pour avoir de l'essence. On ne savait pas où étaient les dépôts, on ne savait pas quel était le niveau de carburant. On avait situé les dépôts loin des routes pour ne pas que, lors d'un mitraillage sur la route, le dépôt n'explose. Donc on savait qu'en cas de mauvais temps, ça allait être difficile. Les Ardennes en hiver, c'est pas franchement un temps splendide, donc ça a aussi contribué. Et de l'aveu même de certains officiers rares, il faut reconnaître, allemands, ils n'ont pas su
alors là aussi ça peut être un effet pervers du secret, ils n'ont pas su se projeter au sens propre comme au sens figuré sur l'avancée de l'offensive. Et je dirais un dernier point qui est essentiel, c'est que le réseau routier choisi pour cette zone est catastrophique. Surtout en 1944, très peu de routes pavées, très peu de routes qui font est-ouest, mais plutôt nord-sud. Enfin, c'est catastrophique, on passe même parfois par des chemins forestiers. Et il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il y a une incompatibilité totale entre les moyens desservis, enfin qu'utilise la logistique pour transporter cette essence. Il aurait fallu des moyens chenillés ou 4x4 qu'elle n'a pas. Et également, il n'y a pas de bande passante, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de routes qu'on fait passer les renforts d'abord, mais on n'a quasiment pas prévu ou pas pu intégrer des camions d'essence, comme on l'avait fait, par exemple, lors de la Blitzkrieg en 1940. Alors, nous n'allons pas passer en revue toutes les opérations de la bataille. Pour ça, je renvoie à votre livre qui, en plus, est vraiment très, très, très vivant. En revanche, on va aborder quelques clichés, si vous voulez. Alors, on a toujours ces images de la bataille des Ardennes, des hommes ou des chars sous la neige, dans la glace. Est-ce que c'était vraiment, est-ce que ça a été toujours comme ça? Alors, la vérité est au milieu, comme souvent. Par exemple, vous prenez les images de la contre-offensive de Patton qui a lieu à partir du 23 décembre 1944, à partir du sud du saillant qu'ont créé les forces allemandes. Ce sont des conditions épouvantables, congère, glace, verglas, neige, tout à fait exact. En revanche, au début, et c'est bien là le problème, un des problèmes majeurs des Allemands, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de neige, ou très très peu, elle fond, et en fait, entre le terrain totalement détrempé par les pluies de l'automne précédent et ce temps qui est aussi entre gel, dégel, etc., les Allemands, dont un des points de victoire majeur identifié avait été le rapport du fort au très faible, d'où cet engagement massif de Panzer, eh bien, ils ne vont pas pouvoir utiliser ce rapport de force parce que les Panzers, justement, vont être cantonnés aux routes. Dès qu'ils sont dans les champs, ils s'embourbent. Et les Américains, d'ailleurs, vont donner une expression toujours parlante à ce phénomène, c'est le front de 4 mètres de face, parce qu'en fait, encore 4 mètres, c'est même 3 mètres ou 2 mètres 50, parce que les chars sont à la queue leu-leu, et donc le front, c'est la plaque de blindage avant du glacis du premier char, et ça s'arrête là, ils ne peuvent pas se déployer. Donc en fait, malheureusement, je dirais pour les Allemands, le froid, voire la neige ne sont pas là, et ils sont cantonnés, sous peine d'embourbement majeur, ils sont cantonnés aux routes. Et je dirais que malheureusement, de toute façon, quand la neige arrive, c'est pas mieux pour eux, parce que déjà le temps a passé et le destin est déjà passé. Mais en plus, ce qui est d'ailleurs assez hallucinant de la part d'une armée qui a quand même connu plusieurs années d'hiver russe. Oui, ça, il n'y a pas le retour d'expérience. Les moyens de déneigement sont ridicules. Vous avez, je crois, pour aller du Rhin jusqu'au front, 40 chasse-neige. C'est grotesque, c'est très très surprenant. C'est un des points qui mériterait peut-être d'être d'ailleurs creusé plus profondément, mais c'est sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que les moyens de déneigement sont très très faibles. Donc oui, pour la neige à la fin et lors de la reconquête du saillant, notamment sur janvier, mais pas du tout au début, et d'ailleurs c'est ce qui va donc vraiment empêcher les Allemands d'avoir cette supériorité qu'ils ont réussi à acquérir initialement. Alors très rapidement, quels sont les points forts? On parle par exemple on a tous en mémoire le siège, enfin l'attaque de Bastogne. Oui. Est-ce que la garnison de Bastogne était si faible que ça, la garnison américaine à Bastogne? Alors, on a tendance... C'est Piper qui... Non, alors c'est pas du Piper, il y a différentes unités, il y a des grenadiers, il y a un régiment de la Panzerlehr qui a été stoppé là. En fait, pour la 5e armée blindée qui est autour de Bastogne, c'est le pire des scénarios qui se produit. La 5e armée blindée n'a pas été en mesure de capturer par un coup de main la Bastogne, qui est un centre, une artère, un carrefour de voies majeures, y compris pour sa logistique. Et du coup, elle est dans le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'elle doit faire l'investissement et la capture de la ville de Bastogne en même temps qu'elle doit avancer vers la Meuse et franchir la Meuse pour appuyer initialement la 6e
10e armée blindée. Donc c'est la pire des situations et la preuve c'est qu'un des régiments d'infanterie mécanisée de la Panzerlehr qui doit aller à l'ouest reste sur Bastogne. Alors maintenant, vous me posez la question de la garnison de Bastogne. Dans l'imaginaire collectif, elle est souvent résumée à la 101e division aéroportée, la 101e Airborne. Ce qui est vrai, elle est partie de Reims et elle a coiffé sur le poteau les Allemands en investissant le périmètre défensif de Bastogne grâce aux combats retardateurs qui ont été menés avant. Ça, c'est un phénomène classique de la bataille des Ardennes, l'effet domino. Mais autour de cette division aéroportée, vous avez d'autres unités qui sont venues s'agglomérer au fur et à mesure de la défaite ou des reculs successifs américains. Et vous avez notamment des unités blindées. Vous avez une unité automotrice d'artillerie qui va pouvoir, contrairement aux petits obusiers des parachutistes, qui va pouvoir, elle, couvrir tout le périmètre défensif. Et donc, évidemment, la 101e Airborne est l'unité qui porte la défense du périmètre, mais vous avez d'autres unités, provenant d'autres divisions, qui ont permis aussi cette résistance de Bastogne. Et puis, évidemment, une des raisons aussi principales à cette résistance, c'est la faiblesse relative des Allemands qui l'attaquent. Alors, autre point important de cette bataille qui est souvent ignoré, c'est l'aviation. Oui. On dit que Hitler, effectivement, avait peut-être choisi cette période parce que la météo était a priori mauvaise. Enfin, il peut faire beau en hiver, on l'a déjà vu. Et qu'en est-il des batailles aériennes au-dessus, autour des Ardennes? Est-ce que le temps était vraiment complètement bouché? Quel était l'engagement de la Luftwaffe à ce moment-là? Alors c'est très intéressant de part et d'autre, si vous voulez. Alors d'abord, pour répondre à votre remarque, les Allemands ont dressé depuis des dizaines d'années une cartographie météorologique. Donc ils sont quand même à peu près certains que quand ils vont déclencher l'offensive, avant même les rapports qui proviennent des U-boats, de l'Atlantique, etc., ils savent qu'il va faire moche. Il va faire mauvais et donc ça va clouer l'aviation tactique alliée au sol, ce qui va être le cas pendant la première semaine, puisqu'en fait, par exemple, la garnison de Bastogne ne recevra son premier parachutage que le 23 décembre. L'offensive commence le 16, ça vous donne un ordre d'idée. Maintenant, l'engagement aérien de part et d'autre, paradoxalement, est majeur pour les Ardennes. Les Allemands, pour vous donner encore là un indice, vont engager pendant l'offensive des Ardennes plus d'appareils que ce qu'ils n'ont engagé lors de l'opération offensive, qui est leur dernière chance à l'Est, qui est l'opération de Kursk à l'été 1943, ce qui déjà est un chiffre un peu surprenant. Ensuite, les Alliés vont intervenir comme ils vont le pouvoir, parce qu'effectivement la météo est exécrable, au-dessus des Ardennes, par leur aviation tactique, mais ils vont également détourner, ce qui est quand même un phénomène assez rare, ils vont détourner de l'aviation stratégique des bombardements des villes allemandes pour essayer de cloisonner le champ de bataille des Ardennes pour qu'il n'y ait plus rien qui puisse passer par les ponts, par les gares de triage, par les villes carrefours. C'est pour ça qu'on parlait de sale guerre, mais là encore, il y a des villes martyrs dans l'Ardenne belge. Et bombardées par les Américains. Bombardées par les Américains pour bloquer les carrefours que les Allemands vont finir par acquérir, ou Fallis, Saint-Vith, etc. Et donc, du côté allié, par exemple, on le sait peu, mais la bataille des Ardennes, c'est le plus grand nombre de sorties en une journée organisées par la force aérienne alliée de toute la guerre. Vous voyez, c'est pour les Ardennes, on va essayer de clôturer le Tour, le Rhin, etc., les ponts, la Moselle, et on va quand même essayer d'appuyer au maximum les troupes au sol, avec de temps en temps des opérations de parachutage. Et une chose qui est importante, c'est qu'on parle beaucoup du chant du cygne de la Luftwaffe, de l'armée de l'air allemande, le 1er janvier 1945. Il y a une attaque Elle attaque par surprise. Deuxième mauvaise surprise, si je puis dire, pour les Alliés, c'est l'attaque aérienne, après l'attaque terrestre du 16 décembre, c'est l'attaque surprise aérienne le 1er janvier 1945. Qui engage combien d'appareils ? Je ne pourrais plus vous dire, ce sont des centaines d'appareils, puisque globalement, déjà, rien qu'en perte, les Allemands vont en perdre à peu près 300. Donc, c'est un effort majeur qui est engagé. Et pourquoi on parle du chant du cygne de la Luftwaffe ? C'est parce qu'à côté des pertes en quantité, vous avez des pertes en qualité, parce qu'on a voulu donner justement le plus d'impact à cet assaut aérien, et on fait voler les officiers qui d'habitude sont dans les états-majors. Et donc, ces officiers vont également être soumis à des pertes. Et donc, après Bodenplatte, on va avoir à la fois des pertes quantitatives, mais des pertes qualitatives qui vont casser la structure des unités de chasse de la Luftwaffe. Mais ça,
vous ne pouvez le comprendre que si vous ne vous intéressez aux opérations aériennes qui ont eu lieu les 15 jours précédents sur les Ardennes, car l'effort allemand a été massif, même s'il n'a pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, couronné de succès. Et pendant les 15 jours précédents, le 1er janvier, ce sont des centaines de pilotes qui vont être soit tués, soit faits prisonniers dans le meilleur des cas pour eux, au-dessus ou autour des Ardennes. Et si vous ne comprenez pas qu'ils ont perdu déjà autant d'hommes pendant 15 jours, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on est obligé d'engager justement ces officiers d'état-major, etc. Vous parliez tout à l'heure de parachutage. Du côté allemand, je crois qu'il y a aussi une opération aéroportée d'envergure au début. Oui, alors il y avait une opération qui aurait dû être d'envergure. C'était effectivement l'opération Épervier, l'opération Stösser, menée par un grand nom, on va dire, de l'arme parachutiste, von der Heydte, qui avait mené en Normandie la vie dure aux Américains. Donc von der Heydte est parachuté en avant des troupes de la 6e armée blindée qui doit les rejoindre, donc sur un point stratégique pour bloquer l'arrivée de renforts potentiels américains vers la zone. Et c'est un échec total parce que, bon, déjà, c'est un saut de nuit. En plus, le vent est très très violent, donc très forte dispersion au sol. Mais bien avant le sol, on est dans l'armée allemande de la fin 1944, donc avec des officiers de saut qui ne sont pas formés, des pilotes qui n'ont pas franchement volé comme il le faudrait dans de telles conditions. Un vent qui a été mal anticipé, donc on est plus lent. Voilà. Donc globalement, au sol, von der Heydte ne va regrouper que quelques centaines, 150 puis 300 hommes. Le seul effet vraiment réel de cet échec, c'est qu'il va mobiliser des troupes pour faire de la chasse aux parachutistes. Von der Heydte d'ailleurs sera fait prisonnier au terme de cette traque. C'est le seul impact tactique réel, mais de toute façon, comme la 6e armée blindée n'a jamais pu franchir les lignes américaines, il n'aurait jamais rattrapé les parachutistes dans tous les cas. Alors pour en finir sur les opérations, vous parliez d'ailleurs d'une erreur majeure de renseignement. Oui, du côté allemand. Du côté allemand. Oui, alors contrairement aux Alliés, les Allemands ont scruté le front de l'Ouest de façon extrêmement minutieuse et bien entendu des Ardennes. Et il y a une grosse inconnue, c'est qu'ils savent que la 2e division d'infanterie américaine a quitté ces positions des Ardennes pour être justement remplacées par une division bleue, mais ils ne savent pas du tout où elle est passée et ils ne repèrent pas non plus l'offensive qui est menée au nord donc des Ardennes par cette 2e division d'infanterie, mais d'autres unités également, dont une division blindée tenue en réserve pour l'exploitation éventuelle, et cela va provoquer tout un tas de dérèglements dans l'offensive allemande. Tout d'abord, le nord de l'attaque de la 6e armée par de l'infanterie va être complètement bloqué parce qu'il y a une ville qui a été prise par cette offensive américaine, mais personne ne le sait. Donc on n'a pas bombardé la ville pensant que c'était toujours une ville allemande. Donc les Allemands vont être stoppés net, donc fini le rêve d'étendre la base du saillant au nord. Et la 2e division d'infanterie, qui est commandée par le général Robertson, contrairement à d'autres plus haut que lui, comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans ses arrières qui ne sent pas très bon, et va très vite détourner son unité, et c'est notamment les unités de la 2e division d'infanterie US qui vont s'inscrire dans le domino de défense et qui vont bloquer l'axe nord donc de la division Hitlerjugend de Panzer vers la Meuse déjà, et ils vont les bloquer net sur place, quoi. Alors est-ce que globalement c'est une bataille qui est très dure pour les soldats engagés ? Oui, c'est une bataille qui est très dure. Hormis les conditions, il y a les conditions climatiques. Bien déjà, j'allais dire, par les conditions climatiques, c'est une bataille très dure. C'est une bataille qui se passe quand même en forêt aussi. Donc la forêt dans les combats a ses propres difficultés. Quand vous avez un obus qui explose dans une cime d'arbre, vous avez évidemment les shrapnels d'acier, mais vous avez aussi les shrapnels de bois. Donc c'est redoutable. C'est ce que les Américains ont connu dans la forêt d'Urgen, par exemple, quelques mois avant. Donc vous avez des conditions qui sont dures, le froid, la neige, l'humidité, les piliers de tranchées, etc. C'est dur déjà d'un point de vue purement des conditions. Ensuite, l'engagement
L'engagement est redoutable de la part des deux côtés. Vous avez une résistance jusqu'au boutiste. Vous avez les Américains qui, justement, avant l'arrivée de la 2e division d'infanterie, se battent sur un carrefour. C'est quasiment les Thermopyles de l'armée américaine. C'est terrible. Et il y a certains officiers qui demandent à ce que l'artillerie américaine tire sur leur position tellement les Allemands sont proches. D'ailleurs, celui qui en donne l'ordre meurt dans ce bombardement. C'est terrible et les pertes sont extrêmement sensibles, que ce soit en termes de matériel ou d'hommes. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette bataille, pour les Américains? Vous n'hésitez pas à dire que c'est la bataille des Américains sur le front ouest. Oui. La bataille des Américains. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle supplante même le débarquement et la bataille de Normandie? Personnellement, je le pense. Oui. Après, c'est un avis tout à fait personnel, mais lors du débarquement, vous avez 2 plages américaines. Les 3 autres ne sont pas américaines, elles sont canadiennes ou britanniques. Mais c'est vrai, il n'y a pas que des Américains. Voilà, et puis donc après, lors de la bataille de Normandie, vous avez le côté ouest qui est américain et le côté est qui est anglais ou du Commonwealth. Là, d'ailleurs Churchill le dira à la Chambre, pour une perte britannique, il y en a des dizaines côté américain, puisque les Britanniques vont jouer comme un tout petit rôle dans cette offensive, ou cette défense plutôt. Mais oui, pourquoi je dis que c'est la bataille des Américains? C'est parce que ce sont les Américains qui se prennent ces 3 armées sur la figure, excusez-moi l'expression. Ce sont eux qui arrivent à la bloquer plus ou moins, puis à reprendre l'offensive. C'est vraiment des troupes américaines qui sont à la manœuvre. Et il y a plus de 2000 unités américaines qui vont recevoir le Ardent Credit, comme quoi elles ont participé à l'offensive. Et sur toutes les divisions blindées que compte l'armée américaine, y compris celle du Pacifique, etc., sur les 16 divisions de l'armée américaine, 10 vont être engagés dans les Ardennes. Donc, pour moi, si vous voulez, les Ardennes, pour les Américains, c'est un peu le Verdun pour les Français de 1914. C'est-à-dire qu'avec la rotation des troupes, on sait que beaucoup d'unités françaises sont passées à Verdun et ont été unies dans cette horreur de boue et de mort. Les Ardennes, pour les Américains, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Ouais. Et d'ailleurs, chose que l'on sait peu, c'est que la dernière borne du chemin de la liberté, qui commence en Normandie, s'arrête à quelques dizaines de mètres du mémorial du Mardasson, qui est donc à Bastogne, le mémorial que les Américains ont érigé pour commémorer la bataille des Ardennes. Et au niveau bilan, on en est où à la fin de la bataille? C'est très difficile à dire. Je pense qu'on ne connaîtra jamais véritablement... Le bilan humain des deux côtés. On ne connaîtra jamais le véritable bilan. Globalement, on peut dire qu'il y a 80 000 pertes de part et d'autre. Il y a des pertes majeures en termes de blindés côté américain. On est à plus de 1000 blindés vraisemblablement de perdus. Côté allemand, c'est encore plus confus parce que les archives ne nous donnent pas toujours la vérité, mais on est certainement dans les pas loin de 700 blindés aussi perdus. Et côté aviation, pour finir, avec Bodenplatte, les pertes sont énormes et je pense que les Alliés ont tendance peut-être à réduire leurs pertes, puisque c'était quand même la 2e attaque surprise qu'ils recevaient, donc on a eu tendance peut-être à masquer certaines pertes. Mais c'est par centaines de pareils. Et le bilan militaire en termes... Le bilan militaire et politique, puisqu'on a commencé par là. Le bilan militaire et politique est catastrophique pour l'Allemagne. Alors donc, l'armée de l'air, on a vu que c'est le dernier clou du cercueil, on va dire, puisqu'il avait déjà été bien entamé par les raids alliés au-dessus de l'Allemagne. Pour la Panzerwaffe, donc l'arme blindée, on a eu tendance à dire que c'était aussi le champ du signe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Il y a beaucoup de pertes, mais l'armée blindée n'est pas cassée. À l'ouest, elle le sera parce qu'on va en fait retirer des unités qu'on va mettre vers l'est plutôt que par les pertes qu'elle a subies, même si les pertes sont très importantes. Mais évidemment, le bilan politique n'est pas à l'attendu. Les armées ne sont pas renversées. On n'a pas détruit 30 divisions ennemies. Loin s'en faut, on en a détruit à la limite qu'une seule, puisque on ne l'a pas dit, mais c'est la plus grosse reddition de troupes américaines enregistrée après celle des Philippines. Voilà. Mais
Le moral aussi est important parce que ce que je vous disais au début, c'est que le combattant allemand croyait un peu, avait fondé des espoirs, certes fous, mais avait fondé des espoirs sur cette victoire. Et là, on s'aperçoit que non, il n'y a pas de victoire et on recule. Même si on va faire chèrement payer aux Américains la reprise, la reconquête du terrain perdu, voilà, on n'a pas réussi, quoi. Et on est acculé. Donc certains disent que ça a hâté la défaite allemande, d'autres disent que ça a ralenti la défaite allemande parce que justement ça a mis le désordre dans les préparatifs alliés. En tous les cas, il est clair que pour les derniers jusqu'au boutistes, là on sait que c'est la fin. Donc on peut dire vraiment que c'est la dernière grande bataille. Oui. De la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est sur le front ouest pour le front ouest, de toute façon, c'est la seule véritable contre-attaque majeure, contre-offensive majeure que les armées allemandes ont pu faire subir aux Alliés, de toute façon. Et à l'est, vous aurez encore justement la Hongrie avec la 6e armée blindée, mais là, il n'y a plus qu'une armée blindée avec des unités d'appui à côté qui sont engagées, mais on n'aura plus cet élan de 2 armées blindées, d'une division et d'une armée d'infanterie. Philippe Guillemot, merci infiniment, c'était passionnant. Et pour plus de détails, donc je renvoie nos téléspectateurs à votre livre, paru chez Perrin, La bataille des Ardennes, la dernière chimère de Hitler, au livre également paru aux éditions Emdahl. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un en préparation. Oui, tout à fait, ils doivent sortir en novembre. C'est un album mémorial, façon Emdahl. Plutôt beaucoup de photos, beaucoup de cartes. Merci beaucoup. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire. Mais bien évidemment, avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Ben voilà, on n'est pas bien là, j'ai réglé la balance des blancs, j'ai enfin réussi à régler la balance des blancs, donc normalement la vidéo devrait avoir une meilleure gueule. Enfin je crois, j'ai pas la tête un peu rose là. Aujourd'hui on ne va pas parler d'une grande bataille, d'une grande épopée, d'un grand homme, d'un grand personnage, mais d'une femme. Ah bah oui, il en faut un petit peu pour les gonzesses. Hein. Mais attention, pas n'importe quelle femme, je veux parler d'une femme de pouvoir, une femme influente, une femme qui a marqué l'histoire de France de son empreinte et dont on a retenu le nom encore aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne a eu la particularité d'être 2 fois reine de France. Elle a été mariée à 2 rois de France successifs, Charles VIII et Louis XII. Elle est née à Nantes en janvier 1477. Et oui, Anne de Bretagne est née à Nantes, parce que Nantes c'est en Bretagne, renseigne-toi, ressort ta carte de France avant le découpage territorial de la République, et tu pourras voir que Nantes c'est en Bretagne. Rien, mais alors rien du tout, ne la prédestinait à hériter un jour de la couronne ducale du duché de Bretagne. Et d'ailleurs le traité de Guérande qui avait été signé en 1365 excluait les filles de la succession. Et pour vous dire à quel point ils avaient absolument pas envie d'avoir une fille à la tête du duché, s'il n'y avait pas de fils qui étaient capables de régner et de succéder à leur père, on donnait tout simplement la couronne ducale à la famille rivale, c'est-à-dire la famille des Penthièvre. À partir de là, je vous cache pas que les chances sont assez minces, un petit peu. Et pourtant, comme aucun fils ne naît, François II se résout à faire accepter par les États de Bretagne de 1486 ses filles à la succession du duché. Anne devient donc l'héritière officielle du duché, mais les choses ne vont pas fort à cette époque. En effet, depuis 2 ans, la Bretagne, le duché de Bretagne, est en guerre contre la France capétienne, et d'ailleurs 2 ans plus tard, en 88, Charles VIII va défaire l'armée de François II à la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Le traité qui va alors être signé, le traité du Verger, est très défavorable à la Bretagne. Les troupes royales, les troupes du roi de France occupent le duché, mais aussi le mariage d'Anne a été soumis à l'approbation de Charles VIII. En septembre de la même année, 1488, François II décède et c'est Anne qui lui succède tout naturellement à la tête du duché.
Elle va alors poursuivre la politique de son père, c'est-à-dire très hostile à l'égard de la France. Elle va tisser des liens avec l'empereur Maximilien d'Autriche, nouer des alliances, qui est le grand ennemi de Charles VIII, et elle va même faire plus, c'est-à-dire qu'en 1490, elle va aller jusqu'à l'épouser par procuration. Ce n'est pas pour autant que son Habsbourg de mari va lui apporter une aide militaire. Cette aide militaire se fera toujours attendre, et Charles VIII, quand il va apprendre la nouvelle, il va en profiter pour envahir le duché. Le jour de Pâques 1491, Charles VIII entre triomphalement dans Nantes, et Anne, qui est très pragmatique, malgré son hostilité à l'égard du roi de France et de la France, elle va consentir pour les intérêts de la Bretagne, pour les intérêts de la paix et pour établir une paix durable, à épouser Charles VIII. Le mariage est célébré en décembre de la même année à Langeais et Anne devient ainsi reine de France à peine 15 ans et les liens entre la France et la Bretagne vont être à cette occasion définitivement scellés devant l'histoire. Si je dis que les liens vont être définitivement scellés entre la France et la Bretagne dans l'histoire, c'est parce qu'à partir de cette date, plus jamais la Bretagne ne sera indépendante de la France. Ça, Anne ne le sait pas encore, mais le contrat de mariage est très strict à ce sujet. Le contrat prévoit 3 possibilités. Dans la première, si le couple royal a un fils, eh bien c'est ce fils qui héritera du duché de Bretagne et qui sera à cette occasion définitivement rattaché à la France. Deuxième cas de figure, si ils n'ont pas encore eu de fils et d'enfants et que Anne de Bretagne décède avant le roi, eh bien Charles VIII sera disposé à transmettre le duché et le royaume de France à ses héritiers. Troisième cas de figure qui est alors jugé totalement improbable, si Charles VIII devait mourir avant Anne de Bretagne, eh bien Anne de Bretagne serait obligée de se marier avec le roi qui a succédé à Charles VIII, avec son successeur en somme. Et ce scénario qui était considéré comme absolument improbable, eh bien il va avoir lieu, c'est-à-dire qu'en 1498, Charles VIII va mourir subitement et Anne va donc se retrouver, l'espace d'un instant, simple duchesse de Bretagne. Comme il n'y a pas d'héritier direct, eh bien c'est le duc d'Orléans qui va devenir roi et qui va se faire proclamer en tant que Louis XII. Louis XII va alors s'empresser de faire annuler son mariage avec Jeanne de France et en janvier 1499, il épouse la petite Anne de Bretagne qui devient ainsi reine de France pour la seconde fois, fait totalement inédit dans l'histoire. Cette fois, contrairement à ce qu'elle avait pu vivre avec Charles VIII, elle était laissée en retrait, elle était considérée comme une bretonne, elle était une femme de l'ombre, elle régnait dans l'ombre, elle était à l'écart. Avec Louis XII, eh bien, elle va totalement s'épanouir en tant que reine de France. Elle va avoir une grande influence sur l'animation de la cour, la fameuse cour des dames qu'elle a créée justement à cette époque. Elle va aussi beaucoup jouer sur la communication en faisant réaliser des portraits, des enluminures de sa personne. En somme, elle va se mettre en scène en tant que reine de France. Elle va promouvoir le féminisme, en tout cas le rôle des femmes. À l'époque, le féminisme n'existait pas, mais elle va promouvoir le rôle des femmes. Elle va aussi se doter d'une posture morale et religieuse irréprochable pour être un exemple, pour être un peu la bonne conscience de Louis XII. Son rôle est essentiellement un rôle d'influence et de mise en scène, mais elle n'a pas vraiment de pouvoir politique. D'ailleurs, lorsque Louis XII part pour l'Italie, il ne lui confie même pas la régence et préfère la confier à ses conseillers. Et qu'en est-il de sa chère Bretagne ? Eh bien, elle ne l'a pas oubliée. Elle s'épanouit comme reine de France, mais elle reste attachée à sa terre natale. D'ailleurs, Louis XII lui permet d'afficher cet attachement tout en restant mesuré. Par exemple, sur son sceau royal, eh bien, elle mêle de manière totalement inhabituelle et inédite pour l'époque les attributs du duché de Bretagne et les symboles de la royauté. En 1305, elle va même faire un tour de Bretagne qui va durer 3 mois et qui va lui tenir beaucoup à cœur et qui va faire office pour elle de véritable pèlerinage. La reine meurt le 9 janvier 1514, elle va laisser 2 filles au royaume, dont l'une, Claude de France, va rapidement lui succéder. Elle sera l'épouse de François Ier qui va lui-même succéder à Louis XII, car Louis XII va mourir 1 an plus tard. Mais entre-temps, comme elle a durablement marqué les esprits dans le royaume, il va lui organiser des funérailles fastueuses, magnifiques, du jamais vu pour une reine de France. Au final, Anne de Bretagne, eh bien, c'est tout un symbole. Elle a marqué le rattachement de la Bretagne à la France, le rattachement définitif.
Elle aura aussi ainsi été la dernière duchesse de Bretagne, mais aussi la dernière reine de France du Moyen-Âge, puisqu'ensuite c'est François Ier qui va prendre le relais, marquant l'entrée du royaume et du monde et de l'Europe dans la Renaissance. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt sur TV Liberté et en audio sur Radio Liberté. À bientôt.